Alors donc, professeur, les BRICS, alternative au système capitaliste ou nouvelle forme d'impérialisme sur le continent? Les pays émergents sont des pays qui sont en conflit avec les puissances impérialistes. Les vraies puissances impérialistes sont les pays de la triade, États-Unis, Europe et Japon. États-Unis, Europe et Japon. Certainement les BRICS, et la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres ont des ambitions, souhaitent avoir accès au marché pour l'exportation de leurs produits, avoir accès aux ressources naturelles, notamment celles de l'Afrique. Mais leur position est très loin d'être celle des puissances impérialistes, très différentes. Regardez la différence. Quand l'Union européenne vient en Afrique pour négocier, disent-ils, des accords de partenariat, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, ils posent une conditionnalité fondamentale. D'abord, vous devez accepter le libéralisme, l'ouverture incontrôlée, et puis nos capitaux viendront et ça sera dans votre intérêt. Autrement dit, il n'y a pas de négociation. Ce que l'on nous demande, ce que nous demande l'Union européenne, c'est une capitulation sans condition. Quand les Chinois viennent en Afrique, ils ne disent pas ça. Ah, absolument pas. Ils ne posent pas de conditionnalité. Ils ne nous disent pas il faut que vous privatisiez, que vous soyez libéraux, que vous ouvriez à tout vent sans contrôle vos frontières, etc., etc. Ils disent qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez des industries, nous sommes prêts à vous aider à les monter. Si vous voulez de l'infrastructure, nous sommes prêts à la financer. Si vous voulez des produits d'importation à bon marché, nous pouvons vous les fournir. Qu'est-ce que vous nous offrez en contrepartie? Nous aurions besoin de tel ou tel, d'accès à telle ou telle ressource naturelle. Autrement dit, toutes les cartes sont ouvertes pour négocier véritablement. Évidemment, qui va négocier? Les gouvernements. Ce ne sont pas les peuples qui négocient. Bon, alors, ça dépend de nous. Si notre gouvernement est un gouvernement totalement corrompu et que la négociation se borne à le chef de l'État dit « moi je veux tant de milliards de dollars à mon compte personnel et le reste je m'en fous, vous faites ce que vous voulez ». Alors ne reprochons pas aux Chinois d'en profiter, ça dépend de nous. Mais si nous avons un gouvernement qui est autre que cela, qui est digne de ce nom, qui représente son pays, alors il dira « oui nous voulons des infrastructures ». Il peut se tromper, il peut demander des infrastructures inutiles ou des infrastructures utiles. Ça dépend de lui également. Et à ce moment-là, nous pouvons avoir une véritable négociation, ce que nous ne pouvons pas avoir ni avec les États-Unis, ni avec l'Europe, ni avec le Japon. Pendant longtemps, les pays africains, surtout dans les années 70 et 80, ont été sous ajustement structurel. Quand vous voyez ce qui se passe en Europe, est-ce qu'on n'assiste pas à un processus un peu similaire où on voit des pays africains, européens plutôt, sous la coupe du FMI? Est-ce que ce n'est pas un bégaiement de l'histoire? Absolument, vous avez tout à fait raison. Les plans d'ajustement structurel qui sont à l'origine du désastre social en Afrique et dans les autres pays du Sud, en Asie et en Amérique latine, sont à l'heure actuelle à l'origine du désastre social qui se dessine dans les pays de la périphérie européenne, on pourrait dire. Est-ce que c'est un processus durable, la crise européenne, ou le système est-il assez fort pour reprendre le dessus, à votre avis? La force du système, c'est notre faiblesse. Le système s'effondre par suite de ses propres contradictions internes. Et par conséquent, nous offre une opportunité. Si nous ne saisissons pas cette opportunité, alors je ne sais pas ce qui en sortira, quelque chose qui sera une nouvelle page de l'histoire tragique du capitalisme. Quand vous voyez un pays comme les États-Unis avoir des indignés et un mouvement du genre Occupy Wall Street, le penseur que vous êtes, qui a vécu assez longtemps pour voir ça, qu'est-ce que cela vous fait? Oh, ça me fait grand plaisir. Ce sont des mouvements qui me sont très sympathiques. Je me dis, enfin, le peuple américain se réveille. Enfin, il comprend que la domination de Wall Street ne fonctionne pas à son bénéfice et n'est pas nocive exclusivement pour les peuples des autres pays, mais que lui aussi est
au moins en partie victimes de la dictature de la finance de Wall Street. Donc les penseurs comme vous, on peut dire que c'est une sorte de, sans que vous le proclamez, vous assistez à une sorte de petite revanche sur l'histoire. Parce qu'on avait parlé beaucoup de la faillite du marxisme, même du post-marxisme, etc. Mais les faits sont en train de vous donner raison. Absolument. Vous savez, quand il est, après tout, après la chute à l'effondrement soviétique en 1990, qu'est-ce qu'on a entendu comme discours? La fin de l'histoire, un monde désormais sans bipolarité, ce monde unipolaire va conduire tous les peuples à la démocratie, au progrès, au développement, etc. Qu'est-ce que ce discours qui prétendait être novateur, c'est un discours tellement vieillot. Il a vieilli en quelques années, il est à jeter à la poubelle. Parce que cette fin de l'histoire, ce monde unipolaire magnifique de développement et de démocratie, il s'est soldé immédiatement par des guerres, de reconquête coloniale, par la militarisation de la mondialisation et aussi par les révoltes des peuples. Ça a commencé en Amérique latine et ça se transfère pour le moment dans quelques pays arabes et demain dans d'autres pays, y compris certainement beaucoup de pays africains. Merci infiniment, professeur.